Le mardi 14 septembre, à 9h10, très exactement. Mon mari a fait entrer sa maîtresse sous notre toit. Il l'a présentée à nos 2 enfants dans la cuisine, posant une main protectrice sur son épaule droite. Il leur a dit qu'elle était la nouvelle assistante de maison, engagée tout exprès pour m'aider à surmonter ma grande fatigue. Sur la longue table en chêne du salon, il y avait le dossier notarié à l'entête de l'étude familiale, les documents de la succession, l'échéance. J'ai regardé cette femme s'installer dans la chambre d'amis. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas jeté ses valises par la fenêtre du premier étage. J'ai refermé la porte de mon bureau en silence. Comment réagissez-vous quand l'homme qui partage votre lit depuis 15 ans décide que votre effacement total est le seul moyen de garder vos terres? La terre ne pardonne pas l'inattention. Au domaine de la Croix-Béryl, nos 50 hectares de vignes exigent une vigilance de chaque instant. Je connaissais le profil de nos sols calcaires par cœur. Je marchais dans les rangs de merlot des Laubes, évaluant l'épaisseur de la peau des raisins pour anticiper la date exacte des vendanges. Mon nom figure sur les actes de propriété. Ma famille assemble et produit ce vin depuis 4 générations. Thomas, lui, ne venait pas de ce monde paysan. Il avait appris les codes. Il gérait nos contrats de distribution et nos assurances. Il affichait l'allure rassurante d'un gestionnaire hors pair, costume en lin impeccable et voix posée, capable de charmer n'importe quel investisseur étranger. Nous formions une alliance équilibrée. Mon habitude d'analyser l'acidité d'une cuvée à la goutte près m'a rendu aveugle à la toxicité qui se versait lentement dans mon propre quotidien. Mon père était mort 6 mois plus tôt, à la fin de l'hiver. Une crise cardiaque foudroyante dans son bureau du chai. Le deuil m'avait frappé avec une violence inouïe. Je n'arrivais plus à dormir. C'est à ce moment précis que Thomas s'est érigé en rempart entre le monde extérieur et moi. Il prenait les appels urgents des courtiers. Il venait me chercher très tard le soir dans les allées de tonneaux. Il posait ses mains chaudes sur mes épaules tendues. Surtout, il m'apportait le carnet d'assemblage de mon grand-père. Ce vieux registre à la couverture en cuir tanné contenait les secrets intimes de chaque millésime depuis les années 60. Les proportions, les échecs climatiques, les grands triomphes, Thomas le glissait sous mes doigts, sous la lampe du salon. Il disait que lire ces pages manquerait dans ma lignée, que cela me donnait de la force pour avancer. Je voyais dans cette attention une preuve de soutien absolu. Je croyais qu'il honorait mon héritage. En réalité, il mesurait la distance qui le séparait du contrôle total. Les véritables défaillances ont commencé au début du mois de juin. De violents vertiges me prenaient sans prévenir en pleine journée. Parfois, je devais m'asseoir à même la terre rouge, incapable de me redresser. Mes phrases se perdaient au milieu d'une explication technique. J'oubliais des rendez-vous cruciaux avec nos maîtres de chai. Mes enfants ont remarqué la cassure. Léo, qui venait d'avoir 12 ans, me regardait avec une inquiétude lourde, silencieuse. Il arrêtait de parler dès que j'entrais dans une pièce. Alice, à 9 ans, me demandait presque chaque soir pourquoi j'avais l'air si absente, pourquoi je fixais le mur du salon sans bouger. Thomas a pris l'initiative des soins. Il m'a conduite chez un neurologue réputé en ville. Dans le cabinet médical, il a parlé à ma place. Il a décrit mes pertes de mémoire avec une précision chirurgicale. Il a évoqué mes prétendues sautes d'humeur, mon insomnie chronique, mon incapacité soudaine à aligner des chiffres sur le registre comptable. Le médecin, manifestement impressionné par ce mari si dévoué, a diagnostiqué un épuisement physique et nerveux sévère, aggravé par un choc post-traumatique. Il a prescrit un traitement d'attaque, des gélules pour stabiliser mon sommeil, des calmants pour enrayer l'angoisse. En arrière-plan de ce naufrage personnel, l'horloge juridique tournait. La succession définitive de mon père restait en suspens. Maître Vasseur, le notaire historique de notre famille, m'appelait presque chaque semaine. Le dossier de transmission complet dormait dans son étude. Le testament contenait des clauses impératives sur la gérance exclusive du domaine. Des dispositions que je devais valider en personne. Mais je repoussais nos rencontres, écrasé par une léthargie de plomb. Thomas se chargeait d'amortir la pression. Il expliquait longuement à Maître Vasseur que la fatigue m'empêchait de me concentrer, que j'avais besoin d'un léger délai supplémentaire. Le notaire, qui me connaissait depuis ma naissance, acceptait d'attendre. L'actif restait dormant. C'est à la fin du mois d'août que la première fissure matérielle est apparue.
Le détail infime, terriblement facile à balayer. Je prenais ma médication chaque matin avec mon café. Un mardi, j'ai sorti une gélule de la nouvelle plaquette. Sa texture sous la pulpe de mon pouce était différente, plus granuleuse. La couleur bleue paraissait plus terne, presque grise sous la lumière de la cuisine. En la plaçant sur ma langue, j'ai senti un goût âcre, une saveur de craie chimique qui a brûlé le fond de ma gorge. L'ancienne pilule fondait sans saveur particulière. J'ai recraché la capsule dans la paume de ma main. J'ai examiné la plaquette en aluminium. Le logo du laboratoire ne s'y trouvait plus. Il n'y avait qu'un quadrillage neutre et argenté. J'ai levé les yeux vers Thomas. Il se tenait près de la fenêtre, absorbé par les cours du vin sur sa tablette. Je lui ai montré la pilule humide. Je lui ai dit qu'elle avait un goût étrange, qu'elle me provoquait une violente nausée. Il a posé son écran sur le plan de travail. Il m'a regardé avec cette douceur condescendante, cette patience infinie qu'on réserve aux malades chroniques. Il a murmuré que la pharmacie du village était en rupture de stock sur ma prescription, qu'ils avaient remplacé la marque habituelle par un générique de même molécule. C'était une explication si simple, si parfaitement ancrée dans les habitudes médicales. Je l'ai avalée avec un grand verre d'eau glacée. La vérité pure est que creuser cet incident exigeait un courage dont j'étais dépourvue. Enquêter sur ce bout de plastique, c'était envisager que mon ultime protecteur me portait atteinte. Or, j'étais paralysée par une terreur bien plus intime. Ma grand-mère maternelle avait basculé dans une forme de démence précoce autour de la cinquantaine. Je redoutais par-dessus tout de suivre son chemin. Thomas connaissait cette peur viscérale. Il s'en servait comme d'un écran de fumée. L'arrivée d'Hélène a suivi une dizaine de jours plus tard. Thomas m'a annoncé qu'il ne tolérait plus de me voir sombrer de fatigue. Il a expliqué que le domaine absorbait toute son énergie diurne et que notre grande bâtisse nécessitait une présence constante et apaisante. Hélène avait 38 ans. Ses cheveux étaient invariablement tirés en un chignon strict à la base de la nuque. Elle parlait très bas. Ses mouvements révélaient une précision mécanique. Elle a pris possession de mon territoire d'une manière incroyablement fluide. Elle décidait des repas. Elle supervisait les leçons de piano d'Alice. Surtout, elle préparait mon pilulier chaque dimanche soir, alignant les petites cases translucides sur le comptoir. J'étais devenue une simple invitée dans les couloirs où j'avais appris à marcher. Hélène glissait d'une pièce à l'autre sans jamais faire grincer le parquet ancien. Mes journées se réduisaient à un brouillard cotonneux. Pendant ce temps, le calendrier de Thomas avançait avec une régularité mathématique. Le rendez-vous final, chez Maître Vasseur, la clôture définitive et irréversible de la succession, était programmé pour le 12 novembre. Thomas glissait cette date dans nos conversations quotidiennes, la traitant comme la ligne d'arrivée d'un parcours de soins éprouvant. L'échéance approchait. Ma lucidité semblait s'effriter un peu plus chaque soir. Mais sous les fondations de cette maison séculaire, dans l'ombre glacée de nos propres caves, un réveil redoutable m'attendait. L'instinct de survie ne se manifeste pas toujours par un cri. Souvent, il prend la forme d'un calcul froid. Le mercredi 3 octobre, j'ai cessé d'avaler le contenu de mon pilulier. Hélène m'apportait le petit gobelet en plastique transparent à la fin de chaque repas. Je prenais les gélules, je portais le verre d'eau à mes lèvres et je simulais la déglutition. Je bloquais les capsules contre la paroi interne de ma joue. Dès qu'elle tournait le dos pour ranger la vaisselle, je les recrachais dans un mouchoir en papier enfoui au fond de ma poche. La nuit venue, je transférais ma récolte dans un flacon en verre teinté, caché derrière les caisses d'archives de mon bureau. Le sevrage a exigé une discipline de fer. Les 3 premiers jours, des migraines foudroyantes m'ont cloué au lit. Des sueurs froides trempaient mes draps. Thomas s'asseyait sur le bord du matelas, m'épongeant le front avec un linge humide. Il murmurait que mon corps luttait, que la maladie mentale était cruelle. Je gardais les yeux clos pour ne pas trahir ma lucidité renaissante. Au matin du 4e jour, le brouillard chimique s'est dissipé. La précision de mes pensées est revenue, acérée, implacable. Je me souvenais de l'acidité exacte de notre cuvée de 2020. Je me souvenais de chaque ligne de nos bilans comptables. Je voyais la supercherie. Il me fallait une preuve matérielle,
irréfutable et légalement recevable. Le mardi suivant, j'ai profité d'une visite de Thomas au chai de vieillissement pour agir. J'ai conduit jusqu'à un laboratoire d'analyse toxicologique indépendant situé dans le quartier de Mériadec, à Bordeaux. J'ai déposé 14 gélules sur le comptoir en formica blanc. J'ai rempli un formulaire d'identification précis. 72 heures d'attente annoncée. J'ai réglé les 420 € d'analyse en espèces, retirés 1 mois plus tôt, pour ne laisser aucune trace sur nos relevés bancaires communs. La technicienne m'a remis un récépissé horodaté à 11h16. Les pages de résultats me seraient envoyées par courrier sécurisé dans une boîte postale que je venais d'ouvrir sous mon nom de jeune fille. En rentrant au domaine, j'ai repris mon rôle de convalescente. J'ai épluché des pommes de terre pour le dîner. J'ai délibérément laissé le couteau d'office glisser de mes mains. Il a percuté le carrelage avec un fracas métallique. Hélène a soupiré doucement, a ramassé la lame et m'a écarté de l'évier avec cette autorité tranquille qui la caractérisait. Je me suis excusée en bégayant légèrement. Je m'assurais que chaque témoin potentiel assiste à mon déclin scénarisé. L'autre front nécessitait la même prudence. Je devais comprendre le calendrier de mon mari. J'ai utilisé le téléphone fixe du bureau de poste du village pour joindre Maître Vasseur. J'ai réclamé une copie intégrale des dispositions testamentaires de mon père, expédiée à ma nouvelle adresse postale. Le notaire a perçu l'urgence de mon ton. Il a posé des questions. J'ai refusé d'y répondre. Je lui ai simplement demandé de geler toute procédure de signature formelle jusqu'à nouvel ordre. Le soir même, Thomas a posé un acte qu'il estimait décisif. Nous étions dans le salon. Il tenait le carnet d'assemblage de mon grand-père, mon point d'ancrage. Il l'a refermé sous mes yeux et l'a glissé dans la grande enveloppe Kraft de son cartable en cuir. « Tu t'épuises à relire ces vieilles notes, Camille », a-t-il décrété avec une gravité affectée. « Ton esprit a besoin de repos. Je vais le garder à l'agence quelque temps, pour te protéger. » Puis, il a tendu la main vers mon sac. Il a extrait le trousseau de clés de mon véhicule tout-terrain. « Tu as failli heurter le portail ce matin. Les réflexes ne sont plus là. C'est trop dangereux au volant. » Il m'amputait de mon histoire et de ma mobilité. Il refermait les verrous, persuadé d'avoir neutralisé la propriétaire légitime. La pression s'exerçait désormais sur 3 niveaux distincts. Je devais naviguer entre la réalité de ma restauration cognitive, la rumeur publique qui me disait folle à lier, et l'illusion de faiblesse que j'entretenais devant Thomas. Dans les allées du vignoble, les ouvriers baissaient les yeux à mon approche. Ils chuchotaient que la patronne ne reconnaissait plus les cépages. Je laissais ces bruits courir. Ils constituaient la toile de fond indispensable à la confiance aveugle de mon mari. La réponse de Maître Vasseur est arrivée 7 jours plus tard. J'ai récupéré l'enveloppe à la poste en marchant les 2 kilomètres à pied depuis le domaine. Je me suis assise sur un banc de pierre, face à l'église. J'ai parcouru le document de 32 pages. Maître Vasseur avait surligné au crayon de papier la clause numéro 7 du trust familial. Le texte était d'une clarté clinique. Si je venais à être placée sous un régime de protection juridique par le juge des tutelles, la gérance exclusive et totale des 50 hectares passait automatiquement à l'époux co-gestionnaire. Le notaire avait glissé un court mot d'avertissement. Il ne jugeait pas mon état de santé, car son mandat s'arrêtait au droit. Il m'informait simplement qu'une mise sous tutelle m'effacerait civilement et conférerait à Thomas un mandat de gestion absolu, irrévocable par mes enfants avant leur majorité. L'enjeu financier dépassait les 12 millions d'euros. Le diagnostic de démence n'était pas un accident médical, c'était une arme de destitution massive. Il me manquait le lien logistique. Thomas ne pouvait pas modifier mes gélules sans une source d'approvisionnement stable. Je fouillais la maison avec la patience d'un horloger, mesurant chaque minute de solitude. Un jeudi après-midi, Hélène a accompagné mes enfants à leur cours d'équitation. Thomas tenait une réunion à la chambre d'agriculture. J'ai inspecté la chambre d'amis que la maîtresse occupait. Je n'ai touché ni au lit parfaitement fait, ni au tiroir fermé. Je me suis concentrée sur la corbeille à papier en osier tressé. Au fond, sous un amas de coton démaquillant, se trouvait une petite boule de papier thermique. Je l'ai lissée sur la table de chevet. C'était un bordereau de pharmacie, émis par une officine de Libourne, à 30 km d'ici. La date remontait à 4 jours.
L'achat mentionnait 60 comprimés de loxapine, un neuroleptique puissant réservé aux psychoses aiguës, et 40 comprimés de benzodiazépines à libération prolongée. Le mode de paiement indiquait un règlement en espèces. Il n'y avait aucun nom de prescripteur. En revanche, le ticket de fidélité agrafé au dos portait une mention limpide. Cliente, Hélène D, exonération professionnelle. Elle n'était pas une simple exécutante amoureuse. J'ai mémorisé le numéro d'enregistrement de la transaction et j'ai remis le ticket en boule au fond de la corbeille, exactement sous le même pli de coton. Hélène utilisait un ancien matricule de préparatrice en pharmacie pour contourner les contrôles de délivrance. Le flux de poison était continu. Mais en retournant le ticket, un autre détail avait frappé ma rétine. L'adresse de facturation du compte de fidélité n'était pas le domaine. C'était une boîte postale au nom d'une société civile immobilière dont le siège social indiquait une toute autre nature de projet. Le courrier sécurisé du laboratoire d'analyse m'attendait à la poste le vendredi matin. L'enveloppe épaisse portait le tampon du centre de tri de Bordeaux. Je me suis enfermée dans l'habitacle de ma voiture, garée à l'écart du village, sous l'ombre d'un grand platane. J'ai déchiré le bord du papier kraft. Le rapport d'expertise toxicologique tenait sur 3 pages imprimées en petits caractères. Les colonnes psycho de chiffres et les termes chimiques s'alignaient avec une netteté terrifiante. Le spectre de masse révélait la composition exacte de la poudre contenue dans les gélules prétendument génériques. 30 mg de loxapine par capsule. Du bromazépam à haute dose en additif. Un cocktail chimique conçu pour abattre un cheval de trait, administré quotidiennement à une femme de 60 kilos. La juxtaposition des réalités devenait vertigineuse. Le soir venu, assise à la grande table de la salle à manger, j'observais le théâtre domestique qui se jouait autour de moi. Hélène servait un potage aux légumes avec des gestes mesurés, posant la soupière brûlante au centre de la nappe. Thomas découpait le pain, interrogeant mon fils Léo sur ses devoirs de mathématiques avec une bienveillance de façade. Nos enfants répondaient qu'à phrases courtes, les yeux fixés sur leurs assiettes. L'air était saturé d'une tension lourde que j'étais censée ignorer. Je devais maintenir l'illusion. J'ai laissé ma cuillère en argent teinter bruyamment contre la porcelaine. J'ai renversé un demi-verre d'eau sur la table, m'excusant d'une voix pâteuse. Thomas a essuyé la flaque avec sa serviette, échangeant un regard entendu avec sa maîtresse. Un regard d'infirmier épuisé, communiquant avec sa collègue. Dans leur esprit, j'étais une épave chimique docile. Dans le mien, j'inventoriais les pièces à conviction. Mon corps se purifiait, mais mon esprit avait besoin de cartographier l'ensemble de leur stratégie. Le notaire m'avait fourni le mobile légal. Le laboratoire m'avait fourni l'arme. Il manquait l'instrument de la mise à mort civile. L'opportunité de le trouver s'est présentée le mardi suivant. Thomas est parti superviser la réparation d'un pressoir pneumatique dans le hangar nord. Hélène a emmené les enfants chez le dentiste en ville. La maison m'appartenait pour 2 heures. Je me suis introduite dans le bureau de mon mari. L'espace sentait le cuir froid et l'encaustique. Son grand cartable professionnel reposait sur le fauteuil de direction. Il n'était pas verrouillé. J'ai soulevé le rabat de cuir sombre. À l'intérieur, glissé entre 2 chemises cartonnées, reposait le carnet d'assemblage de mon grand-père. Ce vieux registre à la couverture tannée, que Thomas m'avait retiré sous prétexte de protéger mon repos intellectuel. J'ai tourné les pages épaisses. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Le registre n'avait pas été rangé pour être préservé. Il avait été méthodiquement profané. En marge de mes propres notes de dégustation du printemps, Thomas avait collé de petits marque-pages adhésifs. À côté de mes observations sur la maturation du Cabernet Franc du mois de mai, il avait écrit au stylo rouge, écriture tremblante, confusion des parcelles. Plus loin, sur la page des calculs de sulfite du mois de juin, il avait raturé mes chiffres justes pour inscrire une fausse équation en marge, accompagnée de la mention « incapacité à effectuer un calcul de base ». La vérité m'a frappée avec la force d'un coup de poing. Le carnet n'était pas un geste de soutien affectueux. Il me l'avait apporté soir après soir, lorsque le poison coulait le plus fort dans mes veines pour m'inciter à écrire. Il voulait que je laisse une trace manuscrite de mes égarements. Il fabriquait une preuve documentaire incontestable.
Le patrimoine intellectuel de ma famille, ce cahier qui contenait l'âme de notre vin, avait été transformé en un registre médical de ma supposée folie. L'ancienne version de notre mariage, celle d'un partenaire inquiet tentant de maintenir le lien avec mon héritage, volait en éclats. Chaque caresse, chaque mot de réconfort murmuré sur l'oreiller n'était qu'une étape de collecte de preuves. Je devais trouver le reste du dossier. Ce carnet à noter n'était qu'une annexe. Un dossier de cette envergure exigeait des certificats, des formulaires, un archivage sécurisé. Je connaissais les habitudes de Thomas. Il ne laissait jamais de documents vitaux sur un serveur informatique vulnérable. Il privilégiait le papier, le concret, le matériel lourd. En refermant le cartable, j'ai remarqué un trousseau de clés de rechange oublié sur le sous-main. L'une des clés, longue, en fer forgé oxydé, se détachait des autres. Ses crans avaient été récemment brossés. C'était la clé de l'ancien cellier, une salle voûtée située sous la cave principale, condamnée depuis l'installation des nouvelles cuves en inox il y a 7 ans. Personne n'y descendait jamais. J'ai pris la clé. J'ai quitté la maison et traversé la cour gravillonnée vers le bâtiment d'exploitation. L'air s'est rafraîchi brusquement lorsque j'ai entamé la descente de l'escalier en pierre de taille. L'humidité collait aux murs de calcaire. L'obscurité était totale. J'ai allumé la lampe torche de mon téléphone portable. Le faisceau lumineux a balayé les vieilles grilles rouillées, les fûts de chêne abandonnés et couverts de poussière noire. Au fond de cette crypte viticole, dissimulée derrière une pile de caisses en bois vide, se trouvait une armoire métallique à tiroirs. Le modèle gris, ignifugé, utilisé par les cabinets comptables. Le premier tiroir a résisté, mais le second a glissé sur ses rails avec un chuintement métallique. À l'intérieur, suspendue dans une chemise cartonnée orange, se trouvait une épaisse liasse de documents. Sur la couverture, une étiquette dactylographiée affichait une mention claire. Requête au juge des contentieux de la protection, tribunal judiciaire de Bordeaux. J'ai sorti le dossier et je l'ai posé sur le couvercle d'un tonneau. J'ai lu, éclairé par la lumière blanche de mon écran. C'était une architecture parfaite, une demande formelle de mise sous tutelle majeure. Il y avait le certificat du neurologue, attestant d'une dégénérescence cognitive fulgurante. Il y avait un rapport d'observation rédigé et signé par Hélène, sous son vrai nom, se présentant comme une aide médico-psychologique à domicile. Elle y décrivait mes prétendues hallucinations nocturnes, mes pertes d'équilibre, mes accès de violence verbale envers mes propres enfants. Il y avait des photographies de la maison en désordre, prises les jours où j'étais trop assommée par les médicaments pour me lever. Puis, j'ai compris la véritable mécanique de son plan. Je suis arrivée à la section patrimoniale de la requête. Thomas argumentait que, compte tenu de mon état, la gestion du domaine viticole courait un péril imminent. Il demandait à être nommé tuteur exclusif, avec droit de signature unique sur les actes d'administration et de disposition. Pourquoi me garder en vie et me droguer plutôt que de demander le divorce? L'explication légale crevait les yeux. En cas de divorce, je conservais mes parts et le contrôle de mes terres. En cas de décès, la succession s'ouvrait au profit de mes enfants mineurs, et le notaire exigerait la mise en place d'un conseil de famille avec des membres de ma propre lignée, excluant Thomas de la gestion directe. Il avait besoin que je sois vivante, mais civilement morte. Ma présence biologique était indispensable, ma destitution intellectuelle était obligatoire. Sans mon effacement légal, le stratagème s'effondrait. J'étais la pièce maîtresse d'une dépossession qui portait mon propre nom. J'étais en train de photographier chaque page du dossier judiciaire avec mon téléphone, lorsqu'un grincement lourd a résonné au-dessus de ma tête. La lourde porte en chêne massif de la cave principale venait de s'ouvrir. Des pas ont claqué sur les premières marches de l'escalier supérieur. Hélène était revenue plus tôt que prévu. Thomas devait avoir écourté sa réparation au hangar. J'ai immédiatement éteint ma lampe torche. J'ai refermé le tiroir métallique avec une lenteur extrême, priant pour que les rails ne grincent pas. J'ai glissé le dossier orange à sa place, puis je me suis accroupie dans l'angle mort de la voûte, coincée derrière la grande cuve de macération désaffectée. L'odeur du vin aigre et de la terre humide saturait mes poumons. Je me suis figée, retenant ma respiration, fondue dans les ombres calcaires. Les pas se sont arrêtés sur le palier intermédiaire
juste au-dessus de la grille d'aération en fer forgé qui séparait la cave principale de mon ancien cellier. Je voyais la lumière de leurs lampes danser à travers les barreaux rouillés. Leur voix descendait jusqu'à moi, filtrée par la pierre, nette et réverbérée. « Le notaire commence à poser trop de questions », disait Hélène. Son ton était sec, dépouillé de la douceur artificielle qu'elle employait dans les couloirs de la maison. « Vasseur est un vieux procédurier, il fait son travail », a répondu Thomas. Le timbre de mon mari était calme, chargé de cette arrogance glaciale que je lui découvrais. Il a suspendu l'exécution testamentaire parce qu'il sait qu'une requête de protection est en cours. Il attend la décision du juge pour savoir qui aura l'autorité sur le domaine. Et le médecin mandaté ? Morel a confirmé. Il sera là le 10 novembre à 14h. J'ai fermé les yeux dans l'obscurité. Le docteur Morel. Le médecin inscrit sur la liste du procureur de la République. Celui dont l'expertise psychiatrique était obligatoire pour valider une mise sous tutelle devant le juge. Thomas organisait l'évaluation finale à domicile. Tu es certain qu'elle ne comprendra rien à l'examen ? A insisté Hélène, la voix teintée d'une légère inquiétude. Elle a moins de vertige ces derniers jours. Hier soir, à table, son regard était presque fixe. C'est la fluctuation habituelle du traitement, a tranché Thomas. Tu doubleras la dose de l'oxapine à partir du 7. Au matin du 10, elle sera incapable de nommer ses propres enfants devant Morel. Le médecin rédigera un certificat de carence absolue. Je le porte au tribunal le 11. Le juge valide l'ordonnance en urgence absolue, compte tenu du péril financier sur l'exploitation. Et le 12, je me présente seule à l'étude de Maître Vasseur pour exécuter le testament de son père. Je signe en son nom. Un silence pesant a rempli la cave, seulement troublé par le bruit lointain du vent dans les vignes au dehors. Il faut la faire disparaître avant le testament, Thomas. Si elle a un éclair de lucidité devant le notaire, il annulera tout. Elle ne franchira plus jamais les portes de cette étude, a-t-il affirmé d'une voix basse, presque mécanique. Son esprit est déjà mort. Il ne reste plus qu'à acter le décès légal. Leurs pas se sont éloignés en direction du rez-de-chaussée. La lourde porte en chêne a claqué, plongeant à nouveau le cellier dans un noir absolu. Je me suis redressée lentement, les muscles ankylosés par le froid de la pierre. Ils venaient de m'exposer l'intégralité de leur calendrier. L'assaut final était prévu dans 10 jours, chez moi, sous couvert d'une évaluation médicale de routine. Ils avaient méticuleusement préparé mon exécution civile. Il restait à découvrir ce qui se produit lorsqu'une morte légale refuse de fermer les yeux. Les 10 jours qui ont suivi ma découverte dans le cellier ont exigé une discipline mentale absolue. Le 7 novembre, comme je l'avais entendu à travers la grille d'aération, Hélène a doublé la dose de l'oxapine dans mon gobelet du soir. J'ai dû adapter mon jeu. J'ai imité les symptômes d'un surdosage massif. Je laissais ma tête basculer contre le dossier du canapé. Je ralentissais ma démarche jusqu'à traîner les pieds sur les tommettes du couloir. Je répondais aux questions de mes enfants par des phrases incohérentes, le cœur serré par la peur que je lisais dans leurs yeux. La nuit, lorsque la maison dormait, je recrachais les gélules dans mon mouchoir et je révisais ma propre mémoire. Je récitais silencieusement les rendements hectolitres par hectare de nos parcelles pour maintenir mon esprit acéré. Le 8 novembre, j'ai marché jusqu'au bureau de poste. J'ai appelé Maître Vasseur. J'ai utilisé mon droit d'héritière direct. Je lui ai signifié que j'acceptais l'ouverture de la succession, mais que j'exigeais sa présence physique au domaine le 10 novembre à 14h, en qualité d'officier ministériel, pour consigner l'expertise médicale qui devait sceller mon sort. Le notaire aperçut l'anomalie de ma demande, formulée d'une voix parfaitement claire, mais il a accepté. Le jeudi 10 novembre, à 13h30, le salon baignait dans une lumière automnale glaciale. Hélène m'avait habillée d'un lourd gilet de laine grise, brossant mes cheveux pour me donner l'apparence d'une malade propre, mais diminuée. Elle m'a assise dans le grand fauteuil à oreilles, face à la cheminée éteinte. Thomas arpentait la pièce, ajustant les poignets de sa chemise. Il m'a jeté un regard imprégné d'une pitié triomphante. Il croyait tenir sa victoire. Le docteur Morel est arrivé le premier. Un homme à la soixantaine stricte, portant une lourde sacoche en cuir noir.
Thomas l'a accueilli avec une affabilité mesurée, endossant instantanément son rôle de conjoint épuisé. 5 minutes plus tard, la sonnette a retenti de nouveau. Maître Vasseur se tenait sur le perron. Les muscles du visage de mon mari se sont figés une fraction de seconde, mais il a masqué sa surprise sous un masque de bienséance. Le notaire a justifié sa venue par l'urgence des dispositions testamentaires. Loin de s'en inquiéter, Thomas a semblé s'en réjouir. À ses yeux, la présence de l'officier ministériel allait acter ma défaillance en direct, validant définitivement la clause de gérance exclusive du trust familial. L'évaluation a commencé. Le docteur Morel a pris place sur le canapé, face à moi. Hélène se tenait en retrait près de la porte de la cuisine, les bras croisés. Thomas s'est posté derrière mon fauteuil. « Bonjour, madame », a débuté le médecin d'une voix neutre. « Pouvez-vous m'indiquer la date d'aujourd'hui » J'ai gardé le silence. J'ai laissé mon regard flotter vers la fenêtre, fixant un point invisible dans les vignes. « Pouvez-vous soustraire 7 à partir de 100 et continuer à rebours » a-t-il poursuivi. J'ai murmuré un chiffre inaudible, laissant un filet de salive perler au coin de mes lèvres. Thomas a posé une main lourde sur mon épaule, une caresse possessive. « Elle divague, docteur », a-t-il soupiré. Ses moments de lucidité ont totalement disparu depuis 15 jours. Elle ne reconnaît même plus la nature de notre exploitation. Il a fait un pas vers la table basse. Il a saisi le carnet d'assemblage de mon grand-père. L'objet qu'il avait utilisé pour me rassurer, puis pour me piéger. Il l'a tendu ouvert au médecin. C'est le registre historique de sa famille. Regardez ses dernières notes en marge. Elle gribouille comme une enfant. Elle est incapable de formuler une simple équation de sulfite. Son esprit s'est effacé. C'était l'instant précis, le sommet de son architecture, le moment où il croyait avoir scellé ma tombe civile devant l'institution médicale et notariale. J'ai pris une longue et lente inspiration. J'ai redressé ma colonne vertébrale contre le dossier du fauteuil. J'ai repoussé sa main de mon épaule d'un geste sec. J'ai planté mes yeux dans ceux du docteur Morel. Nous sommes le jeudi 10 novembre. Il est 14h18 et 93, 86, 79, 72. Ma voix n'a pas tremblé. Elle a traversé la pièce comme une lame froide. Le médecin a reculé d'1 centimètre sur le canapé. Maître Vasseur a posé son stylo. Je me suis levée. J'ai arraché le carnet d'assemblage des mains de Thomas. Je l'ai posé devant le notaire. « Maître, vous reconnaîtrez l'écriture de mon mari. Il a falsifié ses annotations à l'encre rouge pendant mon sommeil pour constituer une fausse preuve de démence. » Thomas a émis un petit rire rocailleux. Il s'est tourné vers le médecin, levant les paumes en l'air. « C'est un sursaut. Une crise maniaque, docteur. Elle invente des complots, c'est classique de sa psychose. Elle cherche des coupables pour son propre déclin. » Je n'ai pas haussé le ton. J'ai glissé la main sous le coussin de l'assise du fauteuil. J'en ai retiré la grande enveloppe Kraft que j'y avais cachée le matin même. J'ai extrait le premier rapport d'analyse toxicologique et je l'ai posé sur la table en chêne. Voici la composition exacte des gélules prétendument génériques que mon mari et son assistante me forcent à avaler depuis des mois. 30 mg de loxapine par prise, une dose conçue pour abattre la volonté d'un patient sain. J'ai ensuite aligné le bordereau de la pharmacie de Libourne. Et voici la preuve d'achat, payée en espèces, éditée sur le compte professionnel de Madame, qui n'est pas une aide à domicile, mais une ancienne préparatrice en pharmacie. Chaterkilia Yaela, dit Chitron. Le docteur Morel a blêmi. Il a tourné la tête vers Hélène. La maîtresse de mon mari avait perdu toute sa prestance. Elle reculait lentement vers le couloir, les mains tremblantes, réalisant soudain que la couverture médicale venait de se muer en un flagrant délit pénal. Thomas ne s'est pas effondré. Son cerveau analytique a cherché une issue de secours. Il a produit l'excuse la plus crédible dont il disposait. « Ah, c'est faux !» a-t-il cinglé, pointant un doigt vers moi. « Elle a volé ses médicaments. Elle est profondément dérangée, elle développe une paranoïa aiguë. Elle a fait analyser ses propres vols pour nous accuser, pour masquer son addiction morbide. C'est le symptôme même de la maladie que vous devez constater, docteur. » La parade était excellente. Un médecin confronté à une patiente psychiatrique, accusant son entourage de l'empoisonner, penche naturellement pour le délire de persécution. Mais j'avais intégré cette parade dans mon équation.
J'ai sorti le second feuillet du laboratoire. Si je prenais ces médicaments en cachette, Thomas, il circulerait dans mon organisme. Voici mes analyses sanguines réalisées sous contrôle d'identité, datées du 5 octobre et du 1er novembre. Mon sang est vierge de toute molécule psychotrope. Je n'ai rien ingéré depuis 5 semaines. J'ai simulé chaque symptôme pour vous regarder construire votre piège. Le silence qui a suivi n'était plus un silence d'attente. C'était le vide pneumatique d'une chambre d'implosion. Thomas a fixé les feuilles de résultats. La mécanique de son plan venait de se coincer irréversiblement. J'ai porté les stockades finales en posant les photographies imprimées de l'ancien cellier. L'expertise d'aujourd'hui n'a jamais eu pour but de me soigner. Elle servait à valider cette requête au juge des contentieux de la protection, rédigée par Thomas dès le mois de mai. Soit 3 mois entiers avant l'apparition de mes premiers vertiges. On ne prépare pas la mise sous tutelle d'une femme saine, à moins d'avoir prévu de la rendre malade. Tout cela n'a qu'un seul but: exécuter le testament de mon père en mon nom et capter la gérance du trust familial. Maître Vasseur s'est raclé la gorge. Le vieux notaire a rangé ses propres dossiers dans sa sacoche avec des gestes lents et définitifs. La clause du trust exige une administration de bonne foi, a-t-il déclaré d'une voix rendue rugueuse par la colère. La dissimulation d'une telle requête entache la procédure de fraude manifeste. En ma qualité d'officier ministériel, je suspends immédiatement l'exécution testamentaire. Les comptes du domaine seront bloqués dès demain matin. Chatiakosko. Hélène a craqué la première. Face à la perspective d'une comparution immédiate pour exercice illégal et empoisonnement, sa loyauté s'est désintégrée. Je n'ai fait qu'acheter ce qu'il me demandait, a-t-elle bredouillé en pleurant à moitié. Il m'a juré que c'était pour la calmer, qu'elle était dangereuse pour elle-même. Je ne voulais pas aller en prison. Elle venait de valider publiquement l'achat et l'administration illicite devant 2 témoins institutionnels. Le docteur Morel s'est levé. Il a refermé son dossier d'expertise vierge. Il n'a pas hurlé, il n'a pas fait de grands discours moralisateurs. Il a réagi selon les protocoles stricts de son ordre professionnel. « Je mets un terme à cette évaluation civile », a-t-il annoncé avec une froideur chirurgicale. Au vu des éléments biologiques présentés et des aveux de cette femme, j'ai l'obligation légale de procéder à un signalement au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale. Je transmets un rapport au procureur de la République de Bordeaux dès ce soir, pour suspicion d'administration de substances nuisibles. La reddition de comptes n'était pas une chute théâtrale sous les huées. C'était l'étau froid de l'administration française qui se refermait sur lui. La gendarmerie n'allait pas enfoncer la porte à la seconde. Mais la machine judiciaire était lancée, la succession était verrouillée, et Thomas venait de perdre tout pouvoir de signature. L'homme qui se rêvait en maître absolu du domaine de la Croix-Béryl n'était plus qu'un suspect sur le point d'être convoqué pour fraude et violence médicamenteuses. Le médecin et le notaire ont quitté le salon, emportant avec eux la réalité du désastre de mon mari. Hélène a couru vers la chambre d'amis pour boucler ses valises dans une panique totale. Je suis restée seule, face à l'homme qui avait partagé mon lit et chronométré mon effacement. Thomas est resté planté au centre du salon. Le silence qui a suivi le départ du notaire et du médecin n'était pas lourd, il était définitif. Il a esquissé un geste dans ma direction. Une dernière tentative de reprendre le contrôle de la situation. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Je l'ai arrêté d'un simple mouvement de la main. Il n'y avait plus de public pour applaudir sa fausse sollicitude. Son diagnostic de dévouement absolu venait de s'effondrer, emportant avec lui toute son autorité. Il a compris. Il a gravi l'escalier, rassemblé quelques affaires dans un sac de voyage en cuir, et il a quitté la maison avant la tombée de la nuit. Je n'ai pas regardé sa voiture descendre l'allée de gravier. J'avais un domaine à faire tourner. Les conséquences institutionnelles se sont enclenchées avec la lenteur implacable propre à la justice. L'enquête préliminaire pour administration de substances nuisibles a été ouverte par le parquet. Mon avocat a déposé une requête immédiate en séparation de biens et un référé pour éloigner mon mari physiquement de l'exploitation. Thomas n'a pas été menotté à l'aube. La réalité est beaucoup plus procédurière. Il a été convoqué, interrogé, contraint de justifier des flux financiers,
des achats illicites et des certificats falsifiés devant des officiers de police judiciaire. Le conseil d'administration du trust familial, informé par Maître Vasseur de la tentative de captation frauduleuse, a voté sa révocation immédiate de tout mandat de gestion. L'homme qui se voyait régner sur les chais se retrouvait assigné à résidence dans un appartement loué sur la rive droite de Bordeaux, attendant de savoir si le juge d'instruction allait requalifier les faits en tentative d'empoisonnement avec préméditation. Ma véritable épreuve ne se situait pas dans les couloirs du tribunal. Le vrai prix de la vérité, c'était le regard de mes enfants. Le lendemain matin du départ de Thomas, je me suis assise à la table de la cuisine avec Léo et Alice. Je ne portais plus le lourd gilet de laine grise. J'avais préparé le petit déjeuner. Léo gardait les yeux rivés sur son bol de céréales, m'observant à la dérobée comme on observe une malade instable. C'est cette honte-là que je devais réparer. L'idée qu'ils avaient eu peur de leur propre mère. Je leur ai expliqué, avec des mots très simples, que mon corps avait mal réagi à un mauvais médicament et que ce traitement était désormais définitivement arrêté. Je n'ai pas détaillé la trahison de leur père. La justice s'en chargerait, et le temps ferait le reste. Il m'a fallu des semaines pour que les épaules d'Alice se détendent quand j'entrai dans sa chambre. Il m'a fallu des mois pour que Léo cesse de vérifier si mes mains tremblaient au moment de lui servir un verre d'eau. La confiance d'un enfant est un cristal que la manipulation brise en silence, et qu'il faut recoller fragment par fragment. Mon mari a tenté de reprendre contact à la fin du mois de janvier. C'était un mardi en fin d'après-midi. La pluie battait les grandes baies vitrées du bureau. Il a appelé sur la ligne fixe de l'exploitation, sachant parfaitement que mon téléphone portable bloquait son numéro. Sa voix était altérée, presque suppliante. L'arrogance glaciale de l'ancien cellier avait disparu, remplacée par la panique d'un homme qui voit ses derniers appuis financiers s'effondrer. « Camille, écoute-moi », a-t-il commencé, le souffle court. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Le domaine était en danger avec le deuil de ton père. J'ai paniqué. J'ai pris les mauvaises décisions sous la pression. C'était une erreur monumentale, mais l'intention de départ était de protéger notre patrimoine. Je t'en prie, parle à ton avocat. Nous pouvons trouver un accord. » Je l'ai écouté terminer sa plaidoirie. Il espérait encore que la faille affective jouerait en sa faveur. Il croyait que je pouvais confondre la maladresse et la destruction. « L'égarement est une erreur de parcours, Thomas, » ai-je répondu d'une voix parfaitement étale. Calibrer la destruction d'un esprit au milligramme près, sur 120 jours consécutifs, c'est une ingénierie de la cruauté. Tu n'as pas trébuché. Tu as méticuleusement construit le précipice. Je n'ai pas attendu sa réplique. J'ai raccroché le combiné. L'appareil a émis un petit cliquetis sec dans le bureau silencieux. Une frontière infranchissable venait d'être scellée. Je me suis levée de mon fauteuil. Je suis allée dans la salle d'eau du rez-de-chaussée. J'ai ouvert l'armoire à pharmacie. Le flacon en verre teinté, celui dans lequel j'avais recraché ces poisons nocturnes pendant des semaines, trônait sur la dernière étagère. Je l'ai saisi. J'ai dévissé le bouchon. J'ai renversé l'intégralité des gélules bleues et grises dans la cuvette du lavabo en faïence. J'ai ouvert le robinet d'eau chaude au maximum. La pression a dissous la poudre chimique. Les capsules se sont désintégrées, avalées par le siphon. L'eau a tourbillonné, d'abord laiteuse, puis parfaitement claire. Le goût de la craie et de l'oubli artificiel s'est définitivement évaporé de ma mémoire. Au mois de septembre suivant, les vendanges ont débuté sous un soleil éclatant. L'air sentait la terre retournée et le raisin mûr. Le domaine n'avait jamais été aussi productif. Je suis descendue seule dans les chais de vieillissement. Les grandes cuves ronronnaient. J'ai posé le carnet d'assemblage de mon grand-père sur un tonneau de chêne neuf. J'ai pris mon stylo à plume. J'ai ignoré les ridicules annotations à l'encre rouge laissées par mon mari dans les marges. Elles n'étaient plus qu'une cicatrice sur le papier, la preuve pathétique de son échec. J'ai tourné la page, j'ai tracé les lignes du nouveau millésime. J'ai inscrit les proportions du merlot et du cabernet franc avec une écriture ferme, régulière. Je n'avais plus besoin de protecteur pour lire ma terre. Le vin porterait l'empreinte exclusive d'une femme qui avait repris possession de ses facultés et de ses droits. La justice suit son cours. Mes enfants grandissent dans des murs qui respirent à nouveau la tranquillité.
J'ai appris à observer les silences plutôt qu'à écouter les promesses. Celui qui cherche à éteindre l'esprit d'un autre oublie souvent que la lumière, avant de s'éteindre, projette toujours les ombres les plus nettes. Cette épreuve m'a appris que la trahison la plus dévastatrice ne se crie pas. Elle se verse goutte à goutte dans le confort d'un foyer sous le couvert de l'amour et de la bienveillance. Comment auriez-vous réagi à ma place face à un conjoint prêt à détruire votre santé mentale pour s'emparer de votre héritage? Auriez-vous eu la force de simuler la défaillance totale pour réunir les preuves ou auriez-vous fui immédiatement au risque de perdre vos terres? Partagez votre analyse dans les commentaires, je les lis tous avec attention. Si ce récit de reconstruction vous a parlé, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne et activer les notifications. D'autres histoires de résilience et de vérité vous attendent.